Bonjour, merci d'être là pour Italissimo et pour le rendez-vous du samedi matin, qui est devenu un rendez-vous désormais rituel, où nous vous proposons de rencontrer un écrivain et son traducteur, ou une écrivaine et sa traductrice, en fait, tous les mélanges possibles. Et aujourd'hui, c'est Antonio Franchini, que j'accueille avec grand plaisir, et Christophe Milewski, son traducteur. Cette rencontre a ceci de particulier, c'est qu'elle permet de voir, d'assister, de partager un dialogue entre l'écrivain et le traducteur, ce binôme qui, au fond, est une sorte d'être bicéphale, bilingue, et qui est, à sa manière, chacun est auteur du livre. Alors, le livre dont nous allons parler, il s'intitule, c'est dans la version française, « Le feu que tu portes en toi », et version italienne, parue en Italie chez Marsilio, c'est « Il fuoco che ti porti dentro », et ce roman a été finaliste du prestigieux Premio Campiello. Alors, d'où vient ce titre ? Vous allez le savoir très vite. D'abord, un mot sur Antonio Franchini, qui est écrivain et éditeur et écrivain. En tant qu'éditeur, il a travaillé d'abord dans le grand groupe Mondadori et actuellement, il est directeur éditorial dans le groupe Giunti. Et c'est une figure très connue et reconnue dans le monde de l'édition en Italie. En tant qu'écrivain, il a écrit à peu près, je crois que j'ai compté 10-11 livres entre les essais, les romans, les nouvelles. Et il a commencé en 1990 avec Camerati, Premio Bagutta Opera Prima, et il a écrit, donc, comme je vous le disais, différentes sortes différents genres littéraires, et la plupart du temps, ces livres ont été primés, largement primés. Christophe Milewski est écrivain, auteur de romans, de poésie et d'essais. Il est professeur en études italiennes à l'université de Nanterre, Paris, ou plutôt de Paris-Nanterre, et il est traducteur de l'italien, comme vous pouvez vous en douter, entre autres. Enfin, sa palette est très vaste, ça va de Léonard de Vinci à Calvino, Pasolini, et en passant par Manzoni. Alors, je reviens à ce titre, le feu que tu portes en toi, et qui vient d'une chanson, une tamuriata, et le feu, c'est le feu du volcan, du Vésuve. Alors, juste un mot sur la tamuriata, si vous ne connaissez pas. Cette danse, c'est une danse très archaïque, très ancienne. C'est une danse qui évoque les cycles des saisons, des cycles de fertilité liés à des déesses chtoniennes. Et si vous l'avez jamais entendu, ces sonorités à base de tamura c'est le tambour, mais un gros tambour, et des espèces de nakkere et de castagnettes, vous êtes privé de cette joie extraordinaire de battre les pieds, toucher la terre et de ne plus vous arrêter. Donc je vous conseille en rentrant, première chose, vous achetez le livre, et deuxième chose, vous écoutez la tamuriata. Alors, donc ça vous donne une idée déjà. Il est question de feu, il est question de volcan, il est question donc d'éruption, de feu intérieur, et puis vous ouvrez naïvement ce livre en vous disant, bien, je pense que ça va se passer à Naples. Exact, ça se passe à Naples, mais voilà ce que vous lisez. Bien que beaucoup de gens la considèrent comme une belle femme, ma mère pue. Et là, je voudrais m'adresser à Christophe Milewski. Quand on vous a proposé de traduire ce livre, vous tombez sur cet incipit
et vous vous dites « Ah, qu'est-ce qui m'attend ?» Ben non, je pense que quand on s'attend à un portrait d'une mère napolitaine, on s'attend à une mère étouffante d'excès d'amour, à une mère omniprésente par son attention pour son enfant ou sa progéniture, et on a un portrait en négatif de ce qu'on attendait. On a l'antithèse exacte de la caricature de la maman napolitaine. Donc évidemment, c'est très intéressant, parce que c'est au contre-pied des clichés. Mais alors, je veux poser une question analogue à Antonio Franchini, c'est-à-dire, vous avez été conscient, j'imagine, en commençant ce livre par cette phrase, de provoquer un peuple tout entier qui ne jure que par la mer. Enfin, je veux dire, une mer comme ça en Italie, c'est pas possible. La mamma non si tocca, enfin, toutes les chansons, Beniamino Gigli, Mamma, solo per te il mio pensiero vola, et toutes ces choses-là. Et vous arrivez avec cette mer-là qui est répugnante, et l'auteur-narrateur, le narrateur-auteur, parce que bon, je ne sais pas, il y a quand même quelques points communs entre vous et le narrateur, entre Angela, qui est le nom de la mère, et votre mère. Alors, donc oui, effectivement, c'est prendre à rebours tous les clichés. Mais à quel moment de votre vie, et de la sienne, si elle était encore en vie, vous avez entrepris ce portrait étonnant, dérangeant d'une mère? Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ho deciso di raccontare mia madre nel momento in cui mi sono reso conto che, al di là di tutti i nostri litigi infiniti, poteva essere un grande personaggio letterario. Quindi non l'ho raccontata come mia madre, perché chi se ne frega, ognuno ha la mamma che ha e il papà che ha, ma l'ho raccontata esclusivamente come un personaggio letterario, cioè ne ho fatto un personaggio di romanzo. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là. J'ai décidé de raconter ma mère quand j'ai compris qu'au-delà de nos disputes incessantes, elle pouvait fournir matière à un grand personnage littéraire. Et donc j'ai décidé de la raconter non pas en tant que ma mère, mais en tant que personnage littéraire. E detto questo, sì, ovviamente ero consapevole di che cosa avrei provocato con questo incipit. L'ho cercato, l'ho voluto, però come sempre in questi casi uno è consapevole fino a un certo punto, nel senso che quando all'Unione Industriali di Torino, alla presentazione del premio Campiello, ci hanno chiesto di leggere, di dare una qualche riga da leggere durante la presentazione, e io senza pensarci ho detto vabbè, ma leggete dall'inizio, leggete le 10 righe iniziali. E quando ho visto lo sgomento sulle facce degli industriali e dei presenti, ho capito l'immensa cazzata che avevo fatto. Et bien sûr, j'étais conscient des effets que pouvait provoquer un tel incipit, mais conscient jusqu'à un certain point seulement. Et ainsi, par exemple, lors d'une réunion à l'Union industrielle de Turin, lors de la présentation du prix Campiello, on m'a demandé de lire quelques lignes ou de faire lire quelques lignes. Donc j'ai dit, commençons par le début, les 10 premières lignes. Et j'ai vu l'effroi sur les visages des personnes présentes et j'ai compris que j'avais fait une énorme connerie.
una cazzata a scrivere così o a farlo leggere? Une connerie... Farlo leggere. Non avrei dovuto farlo leggere, avrei dovuto scegliere altro. Le roman se passe à Naples, mais les lecteurs, les lectrices qui attendraient des descriptions du golfe de Naples, de Posillipo, Clair de Lune, etc. Non, Naples est là, mais je dirais, est là uniquement incarnée par le corps, la voix de cette femme, avant tout, et qui est le pivot central, espèce de colonne de feu, autour de laquelle tourne toute une foule de petits personnages, plus ou moins petits personnages, enfin, mais chacun très important, ce ne sont pas simplement des comparses, des figurants. Et donc déjà ça, il n'y a pas Naples, je n'ai pas le souvenir d'une description de Naples. Par contre, Naples est tout le temps là. Ça aussi, c'était un choix a contre-courant. Anche questa è un'osservazione molto giusta, nel senso che certo è stata una scelta, ma mi ricordo che la prima volta che ho presentato a Napoli, una signora, una lettrice, mi ha detto è sua madre che è Napoli. Lei scrive all'inizio è bella e puzza, è Napoli. Exactement. C'est une observation très juste et effectivement c'est un choix, mais comme toujours c'est un choix qui n'est pas entièrement, dont on ne mesure pas toutes les conséquences. Et la première fois que j'ai présenté le livre à Naples, une lectrice a fait le commentaire suivant: Naples c'est votre mère c'est Naples parce qu'elle est belle et elle pue, comme Naples. Oui, c'est exactement, enfin, je n'y ai pas pensé immédiatement, mais au fur et à mesure que j'avançais à la lecture, ça me semblait évident que cette femme, Angela, est-ce que je l'ai déjà dit? Elle s'appelle Angela, ça je l'ai dit, mais c'est en deux mots, vous avez compris, donc là aussi il y a une espèce d'antiphrase. Bon, et c'est cette femme qui incarne à la fois la ville de Naples, mais vous allez encore plus loin, parce qu'à un moment donné, vous dites qu'elle incarne tous les maux de l'Italie. Sì, questa è la ulteriore amplificazione, cioè lei aveva tutta una serie di difetti, di caratteristiche che non sono solamente napoletane, ma sono generalmente italiane. Cioè tu dicevi la mamma non si tocca a Napoli, ma la mamma non si tocca in Italia. Quindi già che la madre non si tocca è un tabù italiano. Poi dopodiché questo tabù è un tabù molto forte da parte del figlio maschio nei confronti della mamma, perché le scrittrici hanno scritto sempre cose terribili sulle madri, come gli scrittori hanno scritto cose terribili sui padri, nel senso che la conflittualità tra genitori e figli normalmente avviene tra genitori e figli dello stesso sesso. La descrizione in letteratura dei rapporti tra figlia femmina e padre è una descrizione molto complessa, ha un arco molto complesso, perché passa dall'amore più tenero, più disperato, più straziante, all'orrore della violenza può passare, quindi contiene il rapporto figlia-femmina, padre, contiene tutte le note possibili. Il rapporto più convenzionale, più banale nella descrizione letteraria è proprio quello tra figlio maschio e madre, cioè il mito della mamma è mamma, come si dice da noi, no?
Mamma, il mito di Mamma è costruito dal figlio maschio, non dalla femmina. Alors donc, c'est le fait qu'elle représente les mots de l'Italie, c'est une autre amplification du personnage. Elle a une série de défauts, disons de caractères, qui ne sont pas seulement napolitains, mais qui sont plus généralement italiens. Tu disais la mamma non si tocca, on ne touche pas à la maman. C'est un tabou napolitain, mais c'est un tabou italien en général, qui est très fort, notamment chez l'enfant du sexe masculin, chez le fils. Alors les écrivaines ont toujours écrit à propos de leur mère, et depuis longtemps, et des choses parfois terribles, de même que les écrivains ont beaucoup écrit sur les pères, parce que souvent la conflictualité, c'est entre mère, fille, père-fils du même sexe. Quant à la description par les écrivaines femmes de leur mère, c'est souvent un tableau extrêmement complexe qui peut aller de l'amour déchirant d'un côté à l'horreur et à la violence, la description du rapport fille-père. Et par contre, le cas le plus conventionnel, c'est la description par l'écrivain homme des rapports avec la mère. Ce sont les hommes qui ont créé le mythe de la mama, le mythe de la maman, de façon tout à fait conventionnelle. Et ça répond à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que le livre d'Antonio prend le contre-pied de tous ces stéréotypes que la littérature a largement nourris. Alors, je disais tout à l'heure que Angela est le pivot de tout le roman, et c'est à elle que les uns et les autres se confrontent. Le fils tout particulièrement, puisque tout le roman, vous l'aurez compris, c'est basé sur ces rapports de force, des rapports de force même physiques. C'est un livre extrêmement charnel, extrêmement physique. Là, j'ouvre une digression que je n'avais pas prévue, mais parlons-en. Cette femme pue, elle n'a aucune espèce de réserve par rapport à cette chose qui est en elle et qui est due à une maladie qu'elle a eue, à une opération qu'elle a subie. Elle est très heureuse d'exhiber sa cicatrice, une espèce de balafre qui lui coupe le ventre, qui a été recousu par un très grand professeur de médecine, donc elle est doublement fière. Et puis elle se balade à moitié nue, et puis elle est vraiment d'une carnalité telle que, alors, pardon pour peut-être les clichés, hein, je vais quand même en sortir quelques-uns, mais on pense à un mélange entre un mammifère archaïque qui aurait survécu dans la baie de Naples et à Sophia Loren quand elle joue le rôle de la femme du peuple dans tous les films qui sont des adaptations d'Edoardo, du grand Edoardo de Filippo, donc le grand dramaturge, et qui d'ailleurs, Edoardo, n'est pas absent de ce théâtre que vous mettez en place. Bon, voilà. C'était une digression. La question était une autre, mais je me suis... Tout ce qu'il faudrait le dire. Allora, sì, questa donna è una donna estremamente carnale e estremamente sessualizzata. Perché questa è un'altra caratteristica importante che mi è stata fatta notare da alcune giovani femministe, le quali mi hanno detto: a noi il suo romanzo è interessato perché lei fa quello che gli scrittori maschi normalmente non hanno mai fatto con le madri, cioè non sessualizzano la madre. Nel momento in cui la donna diventa madre perde la sua identità sessuale, che invece in Angela è molto forte ed è collegata a una carnalità, giustamente, ctonia, mediterranea, tutto quello che volete. Un altro momento in cui io decisi che avrei scritto di lei è stato proprio per una frase che lei a un certo punto dice, che è la seguente, io ve la dico in napoletano e poi la traduco in italiano, ma anche se Christophe è oramai diventato un esperto di napoletano. Ma la frase è questa, è una frase in cui lei vanta il proprio organo genitale, la propria fessa,
che è una cosa che credo che nella letteratura universale le donne non facciano. Non c'è una scrittrice femmina che abbia fatto ciò, mentre invece il maschio lo fa abitualmente, cioè la glorificazione del proprio organo appartiene alla sottocultura maschile, non a quella femminile. Ebbene, lei un giorno dice: io ho già avuto 3 figli e 3 aborti, ho avuto 3 figli e 3 aborti. Che lo sapeva fare, ma sapeva rapire, sapevo fare quello, mi sapevo aprire. Che la teneva buona a fessa, tenevo, quella era il mio particolare anatomico migliore, la fessa. Ha già avuto 3 figli e 3 aborti senza avere mancano punto, senza avere punti. O ginecologo ricetta, signor, si fossero tutti quanti come voi, essa cagna mastiera, cioè traduzione. Signora, se tutte fossero come voi, io dovrei cambiare mestiere. E allora, sentendo questa cosa, io ho detto no, vabbè, questa bisogna raccontarla, sta donna. Oui, donc effectivement, tu as raison, c'est une femme qui est extrêmement charnelle, extrêmement sexualisée. Et on me l'a fait remarquer, de jeunes féministes m'ont fait remarquer que j'avais fait ici ce que les écrivains hommes ne font pas en général, au contraire, puisque la maman, c'est la désexualisation. Dès lors qu'on est une mère, on n'est plus sexualisé. Alors qu'ici, oui, elle est très charnelle, très terrestre, très chtonienne, comme tu as dit. Un autre moment décisif qui m'a amené à décider d'écrire ce livre, c'est le jour où elle s'est vantée devant moi de son organe génital, de son sexe. Ça appartient pleinement à la sous-culture masculine que les hommes se vantent de leur organe génital, mais chez les femmes, c'est quand même beaucoup moins courant. Et en gros, elle m'a dit en napolitain, j'ai eu 3 enfants et j'ai fait 3 fausses couches. La meilleure partie de mon corps, c'est ma chatte. J'ai fait 3 enfants sans un seul point de suture. Et le médecin qui s'est occupé de moi m'a dit, Madame, si tout le monde était comme vous, je devrais changer de métier. Alors, j'aimerais qu'on entre, parce qu'il est grand temps quand même de dire, vous avez rendu compte en écoutant Antonio Franchini à l'instant, le livre est écrit en italien et en napolitain. Alors, en napolitain, vous dites dans une note, je crois, enfin, je ne sais plus, à la fin du livre, au début du livre, ou dans une interview, je ne sais plus, que vous avez légèrement simplifié le dialecte napolitain, légèrement, et que vous avez observé, en ce qui concerne l'orthographe, les conseils de Blasio, qui est un grand linguiste et spécialiste du napolitain. Alors, Christophe Mileschi, voilà, c'est là où vraiment la question, on passe d'un sujet brûlant à l'autre. Et comment fait-on quand on doit traduire dans un même texte ces 2 langues, l'italien et le dialecte napolitain? Alors, non seulement comment fait-on pour rendre visible et à l'oreille ces 2 langues, mais comment fait-on quand la langue d'arrivée est le français, une langue qui a une très grande partie, je parle sous votre contrôle, perdu les langues particulières, les parlers, les dialectes, et alors qu'en Italie, les dialectes continuent d'être très vivants. Quoi qu'en pense Pasolini, vous vous souvenez, dans les années 60, Pasolini avait parlé de l'homologation de l'italien, c'est-à-dire l'italien était devenu cette langue standard inexistante, sauf à la télévision, et alors que Pasolini lui-même avait écrit des romans, i romanzi romani, en dialecte romain, lui qui n'était pas italien. Enfin, voilà. Donc, pour un traducteur, c'est vraiment, il faut choisir un parti pris. Et en même temps, je crois que le parti pris que vous avez choisi est extrêmement radical parce qu'il ressemble vraiment à l'invention d'une langue.
Ben, c'est le problème qu'on a avec la littérature italienne aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dialectes dans pas mal de livres, y compris la littérature populaire comme les romans policiers par exemple. Ici, c'est extrêmement radical dans l'original, puisqu'on a un personnage qui s'exprime presque exclusivement, il y a quelques petites exceptions, en napolitain. En napolitain accessible à un lecteur de Turin qui connaît rien de Naples, parce que le napolitain, par la télévision, par le cinéma et par la littérature, a été rendu assez familier à tout Italien qui a un peu de culture littéraire. Mais comment faire, sachant qu'il y a, d'après les estimations de Fabio Gambaro, 20% du livre qui est écrit en napolitain. S'il y avait 100% du livre, c'est pas grave, on le traduit en français, traduit du napolitain, c'est réglé. Mais là, c'est 80% en italien et 20% en napolitain. Et c'est la marque de fabrique de la maman. On ne peut pas le faire disparaître. Parfois, la matrice. On peut faire, comme tu l'as bien expliqué, comme il l'a confirmé, c'est Naples, incarné. Donc la faire parler en français standard, ça anéantit littéralement le livre. La faire parler en altérant son français, en lui faisant faire des fautes de français, en oralisant le français, où elle dirait « je te l'avais dit » au lieu de « je te l'avais dit »,« je veux pas » au lieu de « je ne veux pas », ça ne peut pas fonctionner. Parce que le napolitain n'est pas une sous-langue. Ça n'est pas une forme dévoyée de l'italien, c'est une langue parallèle à l'italien. Donc évidemment, en français, on est très embêté, parce qu'on a très peu, aujourd'hui, de régions de France où on pratique, où on parle une autre langue que le français. Un peu en Alsace, peut-être le Pays Basque, en Bretagne, c'est pas totalement éteint, dans les Flandres. On voit bien qu'à chaque fois, c'est pas du tout des langues néo-latines. Donc, j'allais pas la faire parler en breton, la grand-mère. Et puis, un Français, un lecteur français, le breton, il comprend rien, ni en basque, ni en alsacien. Donc, comment je fais ? Effectivement, le recours, c'est d'aller pêcher, c'est ce que j'ai choisi de faire, d'aller pêcher dans le lexique franco-provençal, provençal-occitan, grâce à des outils en ligne, notamment le Trésor du Félibrige, un dictionnaire de Frédéric Mistral, qui a plus de 100 ans, mais qui est une mine d'or pour les traducteurs, en tout cas ceux qui font les choix que je fais. Et j'ai inventé, effectivement, à partir de sources, notamment une traduction en occitan de Marco Valdo de Calvi, donc qui m'a été très utile. On trouve tout en ligne, aller voir des textes en occitan, en provençal, essayer de m'imprégner de cette musique et qui suppose une grammaire implicite, parce qu'évidemment je ne la connais pas cette grammaire, mais il faut quand même que je sache comment va être l'imparfait, comment va être le futur, et que ce soit cohérent d'un endroit à l'autre. Donc ça a été un très gros travail de mise en cohérence de tout ça, et il fallait quelqu'un qui lise pour me dire je ne connais pas l'italien, je ne connais pas l'espagnol, je ne connais pas le portugais, je ne connais aucune langue romane, mais j'arrive à comprendre ce que tu écris là. Parce que sinon, moi évidemment que je comprends, ça ressemble un peu à l'italien quand même, le pseudo-franco-provençalo-occitan que j'ai inventé. Mais il faut être sûr qu'un lecteur français qui ne connaît pas les langues romanes le comprenne aussi. Et donc, par chance, Michael, chez Kalman Levy, était le lecteur idéal pour ça, parce qu'il connaît parfaitement le français, mais il ne connaît pas d'autres langues romanes. Donc c'était mon lecteur cobaye. Quand il me disait « là, je ne comprends pas », il fallait que je change. Et oui, parce qu'on entend des mots, des sonorités qui rappellent la langue des troubadours. C'est ça. D'ailleurs, pour une lectrice italienne qui lit le roman traduit en français et le napolitain traduit dans cette langue-là, inventé, c'est très curieux parce qu'il y a des télescopages. Et là, la langue des troubadours m'a sauté aux oreilles un premier. Et précisément la question mais vous avez déjà répondu, c'est celle que, comme ce dialecte, le napolitain est très présent, il fallait qu'il y ait une cohérence. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la première phrase, comme ça, mais après, il fallait que, si on retrouve la même forme grammaticale, que ce soit la même. Donc, comment vous avez vraiment établi une espèce de... le lexique, les règles, tout ça. Est-ce que vous pourriez maintenant écrire un livre dans cette langue-là ?
Je pense, oui, finalement, je commence à la parler, enfin, à pouvoir l'écrire en tout cas. Et puis Antonio Franchini va vous traduire en italien. Et en napolitain. En napolitain, encore mieux. Alors, sarebbe bellissimo. Alors, moi, je pense qu'il est temps quand même d'entendre cette langue et puis de parler de tas de choses qui restent encore à découvrir de ce roman. Alors, ça a été des négociations un peu chaotiques pour arriver à choisir les extraits, mais bon, allez-y, je sais plus ce que vous voulez lire. Il y avait... Bon, moi, j'aimais beaucoup un passage. Vous voulez commencer par les vieillards? Oui. Et puis Christophe lira un tout autre extrait qui n'a rien à voir avec celui-là? Ou un petit bout de celui-là, d'accord. I vecchi diventano infantili anche nel non essere più capaci di aspettare. Se gli dici che vai a trovarli a una certa ora, quell'ora deve essere. Ogni ritardo gli provoca angoscia. Per loro l'attesa non è solo un vuoto, ma uno strappo, una cicatrice nel tempo. E se i bambini semplicemente restano sgomenti davanti al vuoto dell'attesa, i vecchi quel vuoto sanno bene come riempirlo, di catastrofi per lo più, di tutte le sciagure alle quali hanno assistito nella vita che hanno vissuto e di quelle di cui hanno sentito raccontare. Mia sorella ha molti impegni e quando viene a prelevare Angela la domenica mattina per portarla a casa sua per il pranzo festivo non è mai puntuale. E se io la domenica mattina passo sotto le sue finestre, la trovo col cappotto addosso, affacciata a scrutare il cortile e già sversa. Addo sta, soreta? Dice che veniva alle 10:30, sono le 11:15. L'hai vista tu? Sempre in giro con quella sardagnola e con quell'altra amica sua divorziata dal marito. Ciao cara, ciao bella, tesoro. Una bella compagnia zoccola. A Dola Semini non la raccogli. Già m'ha fatto tu che nerva. Mo mi svesto e mi rimetto a letto. Che sono? Un pacco postale che lo vai a ritirare quando vuoi tu. Quando viene a cena da me va tutto più liscio solo perché arriva assai prima dell'orario stabilito. Molto più liscio per modo di dire. Sembrerebbe di buon umore. Si siede, mi guarda che cucino e parla. Ti sei imparata a cucinare, eh? Non sapeva fa niente e guarda mo come si brava. C'è voluta a Milano. Ti volette proprio mandare a Milano. Tua nonna non mi parlò per più in un mese. Sta zoccola, mi diceva. L'ha mandata a Milano, o figlio mio. Per essa eri o figlio suo, non eri figlio a me. T'aveva fatta essa, che fessa sua. Ma io lavavo i piatti e chiagnevo, che ne sapevi essa? Milano t'ha fatta diventare omma. Mugliere te sarà contenta. È contenta o no, mugliere te? Patata non sapeva fare un cazzo. Quando si facette vecchia facevo il caffè, però era bella, mo pigliai bella, tutte le femmine guardavano, ma io non ero gelosa, no, per niente. Era più gelosa mia madre, tua nonna, che io. Stava sempre a miesa, o controllava più e me. Tuo padre era elegante, no come a te. E camicie balbi e cravatte marinella. Hai vista Merkel? Quanto è brutta. Sempre lo stesso taglier, ma pare Hitler femmina. Non facete buono Berlusconi, che chiamai cule cuofano. E mo questa c'ha da comandare a noi. Il peperoncino non ce lo metticene assai. Il peperoncino fa bene e limita le infezioni,
come sta l'amico tuo Fusco? Bene, adesso ha il figlio che si sposa. Si sposa? E con chi? Con l'indiana? Sì, con la ragazza indiana. Gesù, un'indiana. Ma perché? Non ci stavano più femmine in Italia. Che significa? Sei innamorato di un'indiana e allora? Come fa a capire con un'indiana? Non ci capimmo noi tra nord e sud, si capisce isso con un'indiana. Se si separano, gli indiani si pigliano i figli e se li portano al paese loro. Quante volte è successo? Non lo so quante volte è successo. Non sa che volte. Ma che è? Musulmana? Hindu. Che fanno gli Hindu? Sono quelli che credono in vacche sacre. Sono quelli che hanno sequestrato i nostri marò e non ce li vogliono ridare. Ma che c'entra i nostri marò? Quando mai sono stati i suoi? Che c'entrano i marò con Angela? Ha mai sentito la parola marò in vita sua prima che la televisione sempre accesa le piantasse quel bizzarro bisillabo nel cervello? Come fa presto a diventare nostro tutto ciò che non ha senso e quante sono le cose che non diventano nostre mai, eppure dovrebbero esserlo da sempre. Bon, je ne vais pas lire tout le passage, juste un petit morceau. Lorsqu'elle vient dîner chez moi, ça roule beaucoup mieux parce qu'elle arrive bien avant l'heure dite. Ça roule beaucoup mieux, façon de parler. On pourrait croire qu'elle est de bonne humeur. Elle s'assied, me regarde cuisiner et elle parle. T'as après sa cuisina, hein? Savia spara a faire e aujourd'hui regarda come si sbrave. Es gracia a Milan. So io che hai voluto t'envoyer a Milan. Ta grand-mère m'a pas parlé pendant un mes. Aquella puta, me dizia elle. L'ha invoiata a Milan, mon fiu. Per ella tu eras son fiu a ella. Eras pas lo mien. T'avia fat ella, avessa chat. Ma io lavava los plats e ploravi. Che ne savia ella? Milan t'a fait devenir un homme. Ta femnota, Deu t'estra contenta. Es contenta o non, ta femnota? Ton père savia rien faire. Quand es devengu vieille, fazia lo café. Mai era bella, me lo son pres bella. Tutas las femnas lo guardavan, lo regardavan, ma io eri pas gelosa. Ben tiens, non, pas du tout. Era plus gelosa ta mère, ma mère, ta grand-mère, que io. Era tout jaune à lo surveillar. Bon, c'est très dur à lire parce que je la parle pas encore bien. Hein. Merci, c'est merveilleux de vous entendre et ça fait pleurer, de rire et d'émotion. Alors, j'adore pardon. Oui. J'adore Merkel, on dirait. Ah oui, un tailleur. Oui, et c'est plein de... Parce que alors. La met pas la Merkel. Non, elle n'aime pas grand monde. Hein. Non, Merkel en particulier. Je me souviens que il y a beaucoup d'années, j'étais à Paris et il y avait un film qui s'intitulait Tati Daniel. Et il y avait cette photographe de ces vieilles femmes assez horribles, oui. Et le slogan disait « Vous ne la connaissez pas, mais elle déjà vous déteste ». J'ai pensé à ma mère. Alors oui, dans l'extrait que vous avez entendu, il a été question de la mère d'Angela, donc de la grand-mère du narrateur. Et il faut dire que mère et fille ont deux surnoms. La mère, c'est Criquet, comme le fléau biblique, et la fille, c'est Taupe. Je ne sais pas pourquoi Taupe. Il y a une raison? Mia madre e mia nonna insieme facevano una coppia formidabile
perché si insultavano tutto il tempo. Angela però non era una donna cattiva, era una donna eccessiva, era una donna violenta, ma non è una donna confusa, una donna squassata, ma non una donna cattiva, cosa che invece mia nonna era in una maniera radicale. Mia nonna era perché era cattiva in una maniera arcaica, cioè limpidamente cattiva. A mia nonna si deve una delle frasi più atroci che io abbia mai sentito, quando lei, litigando con mia madre, loro si davano continuamente della zoccola e della puttana, no? E mia madre le urlava anche tu che dici che tutte sono zoccole, anche tu eri una zoccola, al paese lo sapevano tutti. E mia nonna rispose: leva le zoccole, vedi chi ci resta. Oui, ma mère et ma grand-mère formaient un couple formidable qui s'insultait du matin au soir. Mais ma mère n'était pas une femme méchante. C'était une femme excessive, confuse, violente, déstructurée, mais pas méchante. Alors que ma grand-mère était méchante d'une méchanceté archaïque, d'une méchanceté sans ombre, totalement limpide. Et une des échanges les plus terribles que j'ai entendus entre elles, et qui se traitaient sans cesse de salope et de putain, ma mère qui dit « Toi aussi, t'étais une salope, tous les gens le savent au village ». Et ma grand-mère a répondu « Retire les salopes et tu verras bien qui y reste ». Pas grand monde. Alors, donc, ces deux femmes, mère et fille, c'est une espèce d'alliance très particulière, parce qu'à un moment donné, dans le livre, le narrateur, enfin, il faudrait dire qu'il y a une espèce de malgré le narrateur et malgré ses sentiments de détestation pour cette mère, il y a une sorte de parcours dans le livre qui va de la rébellion, de la révolte, de la répugnance, de l'enfance et de l'adolescence, à une forme amorce de compréhension, voire de compassion pour cette femme dans la deuxième partie du livre, qui est une vieille femme qui, en plus, déménage à Milan et qui devient la voisine du fils qui avait cru échapper à la mer en allant vivre dans le Nord. Et là aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a toute une réflexion vivante, une réflexion sur scène, et dans la page, sur les rapports, non seulement sud-nord, mais sur ce que deviennent les personnes qui viennent du sud une fois qu'ils sont dans le nord. Et le succès extraordinaire qu'a Angela à Milan, parce qu'elle est un personnage. Et les Milanais, les voisins, adorent cette femme. Alors, est-ce que c'est une manière d'exotisme, un regard bienveillant vers elle? Assolutamente, nel senso che mia madre si rivolgeva a loro principalmente in dialetto, spesso mandandoli a fanculo, e i vicini mi incontravano e mi dicevano: come è simpatica tua mamma. E io dicevo: ma in che senso? Dice: no, è così vitale, è così esuberante, così insolita. Infatti cioè, chi è diverso da te, se non ti suscita ripugnanza, ti suscita quel tipo di simpatia un po' compassionevole. Ou di curiosità. Oui, absolument. Ma mère s'adressait à nos voisins à Milan presque toujours en dialecte, en général pour les envoyer se faire foutre. Et les voisins disaient: mais elle est tellement sympa, ta mère elle est formidable. Alors je leur disais: comment ça sympa? Oui, elle est vitale, elle est exubérante, parce que quand les gens sont différents de nous, à moins qu'ils nous écœurent littéralement, ils suscitent une sorte de curiosité compatissante même. Alors j'étais partie donc de cette alliance entre la grand-mère et la mère, et pour dire la chose suivante, qu'à un moment donné dans ce parcours du narrateur,
qui, en gros, a 3 moments du point de vue temporel. Il y a Angela, la mère, telle que le narrateur l'a connue, expérimentée et subie, donc Angela dont il a été le témoin et la victime. Il y a Angela dans les dernières années de sa vie, lorsqu'elle revient à la charge, mais une femme désormais très vieillie et physiquement délabrée, mais qui garde toute sa vigueur et toute son énergie, sa rage, à Milan. Et donc là aussi, une époque qu'il a connue, que le narrateur a connue. Et puis il y a cette époque qu'il n'a pas connue, mais qu'il ne connaît que par les souvenirs, par les récits qu'on lui a faits, etc. C'était la jeunesse d'Angela. Qui était Angela avant de devenir cette mère atroce? Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, parce que le narrateur se demande mais d'où vient cette haine qu'il habite à chaque instant de sa vie. Et là, on comprend que ces 2 femmes ont dû se battre tout le temps, toutes seules. Elles sont dures parce que elles ont dû se défendre toutes seules. Et donc, il y a quelque chose qui se modifie aussi dans la perception qu'on a, nous, lecteurs de Angela. Mais ce n'est pas seulement de la compassion, de la compréhension, mais oui, les pauvres, etc. Je dirais, c'est plus que ça. Et du point de vue de votre écriture, si vous avez voulu reproduire ce qu'est une relation, on dirait aujourd'hui toxique, mais c'est même pas toxique. À Naples, ça peut pas être toxique, c'est autre chose. Si vous avez voulu reproduire ce type de relation, de rapport de force entre mère et fils, et de nous faire comprendre à quel point ça peut être dur, insupportable, et que cette femme est vraiment... Mais on n'aimerait pas la voir comme mère, c'est évident, ni même comme voisine, c'est réussi. Mais si vous imaginez nous faire détester cette femme, eh bien, je pense che c'est raté. E infatti lo scopo era renderla simpatica, perché poi lei lo è. Come dici giustamente, negli ultimi anni è una donna distrutta, e c'è anche la descrizione del disfacimento del corpo e della mente. Da giovane o da donna matura poteva essere una donna molto simpatica, nel senso che quella vitalità eccessiva non apparteneva non era comune, ecco. Quindi io penso alla fine di averla ritratta come un'eroina simpatica nonostante i suoi difetti. E lì c'è un'altra cosa che io trovo molto giusta che hai detto, è l'alleanza di queste 2 donne da giovani che nel dopoguerra, in un mondo totalmente maschile e difficile, hanno dovuto lottare per sopravvivere. E qui questa caratteristica che io ho detto essere italiana diventa anche un po', mi verrebbe da dire, europea, nel senso che le donne francesi, inglesi, tedesche, nate negli anni 30, quindi le donne che hanno fatto la guerra da bambine, che l'hanno vissuta, quelle generazioni là, in Francia come in Italia, non avevano l'orizzonte della felicità. Cioè l'orizzonte della felicità è un orizzonte che appartiene alle generazioni nate
nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. Ma uomini e donne di prima erano duri. En effet, mon but, effectivement, était de la rendre sympathique, car elle est sympathique malgré tout. C'est vrai que dans les dernières années, c'est une femme détruite, une femme délabrée dont on raconte le délabrement, alors qu'en tant que femme jeune ou mûre, elle était attachante, sympathique, en raison notamment de cette vitalité hors du commun, cette exubérance hors du commun. Donc j'ai essayé d'en faire une héroïne sympathique malgré ses défauts. Là, je témoigne en tant que lecteur, je ne traduis plus, je dis ce que j'en pense. Effectivement, cette femme abominable, atroce, qu'on ne voudrait surtout pas avoir dans son entourage, finit par devenir extrêmement attachante pour la raison qu'il va expliquer ensuite. Parce que ce qui est très juste dans ce que tu as dit, c'est que l'alliance entre ces deux femmes, la mère et la grand-mère, c'est l'alliance de deux individus, de deux femmes qui luttent pour survivre dans un monde foncièrement hostile et foncièrement masculin, patriarcal. Et les caractéristiques dont j'ai dit qu'elles sont italiennes, là, sont plus généralement européennes, parce qu'il n'y a pas qu'en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Pour des femmes des années 30, il n'y avait pas d'horizon de bonheur. Il n'y avait pas d'espoir de bonheur. C'était pas ça la vie. C'est après, les gens nés après la Seconde Guerre mondiale qui peuvent commencer à penser en termes de bonheur. Pour des femmes des années 30, ça n'existe pas. Et moi, là aussi, commentaire, j'ai dit à quelqu'un à qui je parlais du livre récemment que c'est paradoxalement le portrait d'une femme précurseur du féminisme, à sa façon, qui défend très fort contre la loi patriarcale son droit d'exister, ses préférences, ses choix, avec évidemment des excès et une violence, mais qui refuse de se soumettre à l'autorité patriarcale. D'ailleurs, qui dit « j'ai choisi ton père oui. C'est moi qui l'ai choisi, je l'ai pris parce qu'il était beau, pas il m'a choisi ». Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du père, et ce n'est pas un hasard, parce que c'est une figure un peu pâle, évidemment, volontairement dépeinte comme telle, comme pâle, parce qu'il est dans la réserve, un peu silencieux, réservé, et puis il vient voilà, on ne fait pas le poids, même, on imagine même physiquement, je n'en sais rien. Mais on parle de Naples. Oui. La Naples de la grande bourgeoisie. De la grande bourgeoisie, le Naples de mon père. Et la Naples de la plebe, qui n'est pas le prolétariat, la plebe. Ils sont la gens qui étaient appelés i Lazzari. Et i Lazzari ont été très importants parce que i Lazzari, c'était la force d'opposition qui a tué la bourgeoisie napolitaine enflammée par la Révolution française. C'est très intéressant ces passages. Et donc, entre autres difficultés de ce pauvre narrateur, il y a celle de vivre entre ces deux pôles totalement opposés, dans ce contraste père-mère. D'ailleurs, bizarrement, je me rends compte en parlant à l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de scènes de grandes scènes entre Angela et son mari. J'ai oublié? Ou pas trop? No, nel senso che la relazione tra uomini e donne di quella generazione, anche questa è singolare, non esistevano, o perlomeno non esistevano pubblicamente tra i figli uomini e maschi e femmine, mariti e mogli, non avevano una vita sentimentale visibile. Mio padre usciva alle 8 del mattino, tornava all'1:30, pranzava, si metteva a letto, si rialzava alle 4 dopo il riposo,
andava in ufficio e ritornava alle 9 di sera. Mio padre non esisteva di fatto, ma come non esisteva mio padre, così non esisteva nessun uomo italiano di quella génération lì. Non, effectivement, il n'y a pas de relation visible dans le roman entre le père et la mère, parce que dans cette génération, il n'y a pas de relation publique. Ça n'existe pas publiquement devant les enfants, les rapports entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse. Ils n'ont pas de vie sentimentale visible. Mon père partait tous les matins à 8h, il rentrait à 13h30, il prenait son repas, il allait se coucher, il se levait à 16h, il repartait, il rentrait à 21h. Il n'y a pas effectivement de père interagissant avec la mère dans le roman, et d'une manière générale, il n'y a pas de figure d'homme italien à cause des questions de génération. Voilà, moi je pense que on arrive à la fin de notre rencontre, et il y a une chose qui me vient à l'esprit, qui me venait à l'esprit en lisant le livre, et encore plus en vous écoutant. Et l'un et l'autre, je me disais, il faudrait en faire une adaptation théâtrale. Je pense que ce serait... hier, dans la table ronde, à propos des multiples vies de la littérature et des livres, il y a aussi... ou alors une lecture, une lecture en public, parce que, encore une fois, c'est la voix de cette femme. Et c'est la langue de cette femme. Et le fils, il a bon vouloir échapper. Il se trouve, Antonio Franchini, que vous n'avez pu écrire que dans la langue qui est la sienne. C'è in corso uno spettacolo teatrale di Peppe Servillo, il fratello di Tony Servillo, bravo tanto quanto il fratello, che è attore e cantante, che il 26 aprile ne fa a Napoli una ulteriore rappresentazione e ne fa una lettura scenica inframmezzata alle canzoni, perché qui c'è anche una colonna sonora di canzoni che lui canta, essendo anche un grande cantante. E poi stanno finendo di girare il film. Il film uscirà l'anno prossimo, di un regista napoletano che si chiama Edoardo De Angelis, molto bravo, con lei, Angela, interpretata da Vanessa Scalera, che è un'attrice italiana molto molto oggi importante. Eh bien, écoute, oui, effectivement, c'est en cours. Il y a Peppe Servillo, le frère de Tony Servillo, qui est tout aussi talentueux que le plus connu Tony, qui a mis en scène une lecture scénique entrecoupée de chansons, parce qu'il y a une bande sonore de ce roman. Il y aura la prochaine représentation le 26 avril à Naples. Il y a un film qui est en train d'être terminé et qui sortira en 2027 par Edoardo De Angelis, un réalisateur napolitain très, très talentueux, avec Vanessa Scalera dans le rôle d'Angela. Eh bien, donc, longue vie à Angela et longue vie à ce livre dans toutes ses formes et ses adaptations. Le feu que tu portes en toi. Merci à vous. Et merci à Christophe Mileski d'avoir magnifiquement traduit l'intraduisible.